Voilà, donc il s'agit d'un patient qui est âgé de 49 ans, il est tabagique, il n'a pas d'autres facteurs de risque, il vient consulter pour une douleur thoracique et nous avons effectué un examen échocardiographique transthoracique dont vous voyez l'incidence apicale 4 cavités et l'incidence apicale 2 cavités. Donc voilà, donc je vous laisse observer l'aspect de son ventricule gauche. Et normalement, donc, je vous pose la question sur quel est votre diagnostic ou que supposez-vous que ce patient présente comme pathologie. Est-ce qu'il s'agit d'une cardiomyopathie hypertrophique apicale, d'une non-compaction du ventricule gauche? Est-ce que c'est un syndrome coronarien aigu compliqué d'un thrombus apical ou si c'est une fibrose endomyocardique? Regardez bien l'apex du ventricule gauche. Donc, apparemment, vous êtes bien concentré et bien dedans. La majorité ont répondu CMH apical. Donc, voilà, je vous montre son électrocardiogramme. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, on trouve les ondes T négatives au niveau apical. Donc, il s'agissait bien d'une cardiomyopathie hypertrophique apicale. La suite, c'est le deuxième patient. Il a 56 ans. Il n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire connu. Il est suivi pour une hypothyroïdie sous traitement et il est admis dans un tableau d'insuffisance ventriculaire, d'insuffisance cardiaque en œdème pulmonaire. Donc à l'admission, il était polypnéique, tension à 110 sur 70 mm de mercure, un galop protodiastolique, des râles crépitants au niveau des deux champs pulmonaires. Je n'ai pas son électrocardiogramme, mais je peux vous dire qu'il était en rythme sinusal à 120 par minute. Il avait un bloc de branche complet, gauche, avec des QRS élargis à 150 millisecondes. Voici sa radiographie pulmonaire. Donc on note l'œdème alvéolaire avec l'aspect en aile de papillon, une scissurite à droite et la cardiomégalie importante. Voici l'échographie. Cette fois, c'est des boucles statiques, elles ne sont pas dynamiques. Regardez bien l'aspect du myocarde. Voilà, donc voilà, ici c'est l'apical 4 cavités. Ce patient avait une fraction d'éjection à 25%, des pressions de remplissage élevées, une IM modérée. Et voici l'incidence des 2 cavités. Il avait un épanchement péricardique aussi. Et l'incidence petit axe. Donc la plupart ont répondu qu'il s'agissait d'une non-compaction du ventricule gauche. En fait, voilà, je vous parlerai de cette myocardiopathie qui est finalement une cardiomyopathie qui n'est pas très ancienne. C'est une nouvelle cardiomyopathie puisqu'elle a 30 ans d'âge. Elle a été découverte en 1984. Elle est plus jeune que la plupart d'entre nous ici. Et donc, les premiers cas ont été publiés dans la revue Circulation en 1990. C'est une myocardiopathie qui n'est pas très encore, il demeure beaucoup d'incertitudes et très complexe au niveau de sa classification, au niveau de ses mécanismes physiopathologiques, au niveau de la connaissance sur le plan génétique et du pronostic des patients. Donc voilà, c'est une pathologie qui remonte en fait à l'embryogénèse. Donc normalement, dans le processus normal, le ventricule gauche a un aspect spongieux, et au fur et à mesure donc du processus d'embryogénèse, on a un aspect de maturation de l'endomyocarde qui va aboutir à l'aspect définitif normal et où il n'y a plus finalement cette trabéculation qu'il y avait dans la vie embryonnaire précoce. Et dans la non-compaction du ventricule gauche, ce processus d'embryogénèse normale, il est interrompu très précocement. Et finalement, donc, persiste cet aspect spongieux du myocarde qui va rester définitif et qu'on va retrouver sur des séries autopsiques macroscopiquement et histologiquement avec une organisation du myocarde en 2 couches, une couche compactée et une couche non compactée. La classification est différente lorsqu'il s'agit de comparer les classifications européennes et américaines. Et les Américains les classent la non-compaction parmi les cardiomyopathies primitives d'origine génétique. Donc elle rentre dans le même cadre que les CMH, que la dysplasie ventriculaire.
et donc les canalopathies, donc dans une même rubrique. Par contre, les Européens, ils ont une classification différente. Elle est classée dans les cardiomyopathies familiales et qui sont séparées en 4 rubriques. Les cardiomyopathies hypertrophiques, les cardiomyopathies dilatées, la dysplasie, les restrictives et la non-compaction, elle fait partie des non classées. Alors, bon, vous avez fait le diagnostic, donc juste pour vous dire que les critères échocardiographiques pour le diagnostic de non-compaction, il n'y a pas de consensus réel. Il y a eu plusieurs critères qui ont été proposés, et ceux qu'on utilise actuellement le plus souvent sont les critères de Génie, qui ont été publiés en 2001, qui en fait se basent sur l'existence de plusieurs trabéculations du myocarde, plusieurs trabéculations, plus de 3 trabéculations, qui sont séparées par des récessus intertrabéculaires qui sont profonds, avec une organisation en 2 couches, un rapport de la zone non compactée sur la zone compactée qui est supérieure à 2, et ceci sur une coupe parasternale petit axe en télésystole. Donc voilà, chez notre patient, on avait effectivement tous les critères pour dire qu'il s'agissait d'une non-compaction. On voit ici les trabéculations qui sont séparées par des récessus intertrabéculaires avec des flux couleur à l'intérieur qui circulent à l'intérieur de ces trabéculations. Et en incidence petit axe, on a calculé le rapport la zone non compactée sur la zone compactée qui était égale à 2,5 en télésystole. Pour les formes qui sont de diagnostic plus difficiles, donc il y a eu des publications dans la littérature sur d'autres modalités, d'autres compléments d'imagerie, comme l'application du 2D avec l'utilisation du contraste ou l'utilisation de l'imagerie tridimensionnelle pour bien visualiser les trabéculations. Donc c'est le cas de ce patient. On avait fait une échographie 3D. On voit très bien cet aspect spongieux en imagerie tridimensionnelle. L'IRM a également été étudié chez ces patients et d'autres critères ont été publiés en IRM qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on utilise en échographie. Alors pour l'IRM, c'est le rapport entre la couche non compactée sur la zone compactée qui est supérieure à 2,3 en télédiastole et l'amincissement de la paroi ventriculaire en diastole. Bien sûr, l'IRM permet de voir le nombre de trabéculations, la topographie de ces trabéculations et leur étendue. Récemment, Jacquier a proposé de calculer la masse des trabéculations qui sera rapportée à la masse globale du ventricule gauche pour poser le diagnostic lorsque cette masse de trabéculation dépasse 20% de la masse ventriculaire gauche globale. Enfin, l'IRM permet aussi de visualiser les thrombus à l'intérieur des récessus intertrabéculaires, puisque nous le verrons, les complications thromboemboliques font partie des complications de cette pathologie. Donc nous avons pratiqué une IRM chez notre patient, et donc voici l'imagerie, ce qu'on avait à l'IRM. Donc on note l'existence de trabéculation qu'on avait déjà vu à l'échographie. On note aussi, vous voyez, ce mouvement, il y avait un asynchronisme qu'on avait vu à l'échographie, mais qu'on voit aussi à l'IRM. Il n'y avait pas de thrombus intertrabéculaire, il y avait cette fuite mitrale qui apparaissait à l'IRM. Et nous avons calculé le rapport qui était égal à 3 en télédiastole. Donc pour notre patient, on a mis sous traitement médical de l'insuffisance cardiaque et on l'avait proposé pour un défibrillateur triple chambre. Dernière question, est-ce qu'il faut faire une enquête familiale chez ce patient? Est-ce que vous pensez que non, il n'y a pas de risque de transmission? Est-ce que vous faites une échographie chez toute la famille, chez tous les membres de la famille? Est-ce que vous le réservez aux parents du premier degré? Ou est-ce que vous réservez le dépistage aux patients qui sont symptomatiques? La réponse était de faire un dépistage chez les parents du premier degré. Et en fait,
Pourquoi on ne le réserve pas aux patients symptomatiques? Parce que cette pathologie n'est pas toujours symptomatique et on voit que dans le travail qui a été publié par Gilbert Habib, ils ont répertorié 105 cas de non-compaction en France. Et donc, quand même, il y avait 16% des patients qui avaient des fractions d'éjection qui étaient supérieures à 50% et 17% des patients qui étaient asymptomatiques, notamment dans les cas qui ont été découverts chez des membres de la famille. Donc, d'où en fait que déjà la pathologie n'est pas toujours découverte dans le cadre d'une insuffisance cardiaque, et le pronostic aussi, on le connaît pas parce qu'il y a certainement des cas en fait qui ont des non-compactions et qui finalement on ne posera jamais le diagnostic de non-compaction chez eux. Il y a aussi une grande hétérogénéité génétique avec des modes de transmission qui sont très variables, parfois autosomiques dominantes, parfois récessives ou liées à l'X. Et même les types de mutations, on a trouvé des mutations mitochondriales, des mutations du cytosquelette, des mutations du sarcomère, des protéines du sarcomère ou de la ligne Z. Pour ce qui est du pronostic, le suivi de cette série de 105 patients sur 2 ans a montré que le pronostic était plutôt défavorable, avec quand même un taux d'insuffisance cardiaque sévère qui était supérieur à 30%. Beaucoup de chocs cardiogéniques, une mortalité qui était supérieure à 11%, des complications thromboemboliques. Mais là encore, c'était des séries de cas qui étaient diagnostiqués parce qu'ils étaient symptomatiques. Donc, est-ce que finalement la non-compaction a un pronostic aussi péjoratif? Il faudra peut-être faire des enquêtes sur une large population pour voir s'il n'y a pas des cas qui seraient méconnus. Donc, en conclusion, c'est une myocardiopathie rare. Pour le moment, qu'on juge de mauvais pronostics, dont le diagnostic repose essentiellement sur l'échocardiographie, avec des cas parfois difficiles à diagnostiquer. Et dans ce cas, on a recours à l'imagerie 3D et à l'IRM. Il ne faut pas oublier de faire une enquête familiale et il ne faut pas oublier de suivre les patients de très près parce que c'est des patients finalement qui peuvent développer des insuffisances cardiaques et avoir besoin d'une prise en charge plus poussée. Voilà.